je remercie les coordinateurs du chantier scientifique, effectivement, de permettre au numérique de rentrer en tant que champ par entière, finalement, dans la dynamique de construction des sciences du patrimoine. Alors, le groupe de travail données numériques, finalement, va présenter aujourd'hui dans cette table ronde plusieurs petites avancées qui ont été réalisées cette année, qui vont se relier aux enjeux que nous avons définis ensemble. Donc, le programme de la table ronde est à l'écran. Donc, il y a une première intervention qui va nous permettre de définir ce que nous entendons pour écosystème numérique. Cela a été rappelé plusieurs fois précédemment. Ensuite, c'est une présentation que je ferai avec Xavier Granier, qui est ici présent, et Xavier Rodier, qui interviendra à distance. Ensuite, deux focus particuliers sur les données qui sont produites dans le cadre du chantier. Donc, la première par Kevin Jacot sur la collecte et l'intégration de ressources pour la restitution virtuelle des charpentes. La deuxième sur le suivi photographique, et donc sur la documentation du traitement documentaire des images qui sera faite par Olivier Malavergne. Alors, je tiens à préciser que cette présentation, cette table ronde n'est qu'un aspect finalement qui est présenté aujourd'hui, mais qui est complémentaire de plusieurs présentations qui ont été préenregistrées et que vous trouvez donc sur le site Notre-Dame.science, donc qui est le site web dans lequel nous enregistrons nos petites avancées. Et donc les personnes qui sont ici à l'écran, que je tiens vraiment à remercier, avec qui on partage des beaux moments, présenteront différents aspects bien plus détaillés de nos présentations concernant nos travaux. Donc, quelques mots sur la structure de ces groupes de travail. Donc, c'est la réunion des membres de 12 unités de recherche, de 2 consortia de la très grande infrastructure de recherche humanité numérique. On a également quelques coopérations internationales sur des aspects pointus, grâce à des collègues que l'on a pu mobiliser par rapport à des compétences très spécifiques. Et ce groupe de travail bénéficie actuellement des financements provenant du CNRS, du ministère de la Culture, de la DRRT Île-de-France, de la Fondation des sciences du patrimoine. Et il y a également tout un tas d'actions qui sont menées dans le cadre de ce groupe de travail qui font référence à des projets européens en cours, notamment Choc et Ariadne+. Donc les disciplines qui sont réunies au sein de ces groupes sont variées, vous le voyez, de l'ingénierie, de l'architecture, l'archéologie, l'histoire. Il y a des thématiques de recherche, mais également des compétences qui sont mises à disposition directement du chantier de restauration, qui relèvent de la métrologie, de l'analyse et de la reconstruction géométrique, des systèmes d'information et de différentes modalités de restitution, y compris par des technologies de réalité virtuelle, d'hypothèses historiques. Ce groupe de travail a également ce qu'on appelle un arsenal en termes d'équipements mobilisables dans le cadre du chantier, des équipements parfois des pointes, de la sérgrammétrie, photogrammétrie, imagerie scientifique, des drones et des robots également, et tout un tas de logiciels des laboratoires, des logiciels issus des travaux de recherche antérieurs que sont mis à disposition de ces chantiers, et vous le verrez. Donc, tout d'abord, il y a eu toute une première phase de nos activités qui se sont vraiment concentrées sur ce qu'on appelait une cartographie des compétences, que l'on a essayé de dessiner par rapport à des besoins que la maîtrise d'œuvre, ou la maîtrise d'ouvrage également, a exprimé par rapport au chantier de restauration. Alors ces compétences, finalement, ont permis d'identifier des personnes à l'intérieur du groupe qui s'étaient déjà mobilisés, ou de faire des invitations ciblées par rapport à des questions relatives à l'acquisition, à la fusion des données métriques, à l'analyse comparative d'état, donc avant, après incendie, à la gestion d'informations pour les diagnostics, ou encore à la reconstruction numérique d'éléments disparus,
je vous ai mis à l'écran un petit exemple d'une intervention de Moustapha Mouadib, par exemple, qui a travaillé sur un alignement précis des nuages de points existants avant et après incendie, ce qui a permis ensuite, par transmission de ces données à la maîtrise d'œuvre, d'avancer sur l'élaboration du diagnostic des voûtes, notamment les travaux qui étaient récupérés par Mathias Fantin. Donc on va passer maintenant à ce que, pour notre communauté, les projets scientifiques, les chantiers scientifiques que Notre-Dame représente. Vous avez bien compris que d'un côté, il y a des enjeux relevant finalement des besoins du chantier de restauration qui sont formulés et donc transmis aux membres de notre groupe. De l'autre côté, il y a également ce que ces chantiers scientifiques peuvent faire pour notre communauté en particulier, et qui définit notre ambition à long terme, qui est la construction de cet écosystème numérique pour documenter dans l'espace et dans les temps le chantier de restauration. C'est que, pour reprendre les mots de la ministre, cette cathédrale des savoirs qui sont développés dans le cadre de ces chantiers. Alors, les points de départ, bien sûr, tout en étant un domaine très jeune, finalement, dans les champs des sciences du patrimoine, finalement, il y a quand même une bonne trentaine d'années de recherche scientifique et de développement informatique sur l'acquisition et le traitement des données, 2D, 2D, 3D, sur la modélisation des données spatio-temporelles, sur l'ingénierie des connaissances pour l'enrichissement sémantique, pour la classification d'objets numériques, et également sur les interfaces multimodales pour l'accès, la manipulation, le partage de représentations numériques en ligne ou in situ. Et le chantier de restauration de Notre-Dame est une opportunité sans précédent pour nous, car, on l'a bien vu pendant tous les colloques, il s'agit d'une aventure pluridisciplinaire, une aventure collective, qui va produire un échantillon emblématique des productions de données nativement numériques, en plus, relevant des sciences du patrimoine. Alors cet écosystème numérique, finalement, est avant tout quelque chose qui doit répondre à des besoins du projet, tout en construisant des enjeux d'analyse d'avenir. C'est une plateforme pour centraliser les données et pour accompagner la production collaborative de connaissances. C'est un système d'information qui permet d'analyser, de mémoriser dans l'espace et dans le temps les activités scientifiques qui sont menées dans un contexte pluridisciplinaire. C'est une interface entre les chantiers scientifiques et les chantiers de restauration, à notre avis. Il s'agit d'un enjeu collectif. Cela inclut de façon transversale l'ensemble des groupes de travail, dans la mesure où, pour cet enjeu, nous devons certes développer des instruments de recherche ad hoc, on verra quelques exemples, pour collecter, traiter et catégoriser et corréler des données, mais nous devons collectivement définir des approches méthodologiques pour produire des données sémantiquement enrichies, des données qui soient capables de véhiculer l'essence, la richesse des interprétations que les regards portés sur l'objet constituent. Ceci nécessite une confrontation importante, longue, avec des modes opératoires parfois très hétérogènes, différents, au vu de la diversité des champs disciplinaires impliqués, et bien sûr une réflexion continue sur les cycles de vie des données. Alors on va essayer d'aborder ces enjeux, ces trois enjeux, donc tout d'abord avec l'intervention de Xavier Rodier, qui va nous parler des principes FAIR, des enjeux que ces principes finalement portent dans le cadre du projet ou de la communauté en général. Ensuite, des questions d'archivage, conservation et publication des données, et notamment en ce qui concerne les données 3D, qui sont les données les plus jeunes dans celles qui ont été prises en compte par ces problématiques. Et je reprendrai enfin la parole pour vous parler des questions de centralisation et enrichissement sémantique. Je tiens à préciser que nous avons décidé tout d'abord de positionner l'enjeu de ces groupes de travail au sens large. C'est un enjeu qui concerne notre communauté scientifique pour ensuite progressivement cibler sur des cas particuliers du projet Notre-Dame. Alors, je ne sais pas si Xavier Rodier est déjà disponible. Ah oui, salut Xavier. Bonjour. Oui, bonjour Livio, merci.
J'ai un petit décalage, mais voilà, je suis là. Est-ce que vous pouvez, en parallèle, mettre les diapositives, s'il vous plaît? Merci. Donc, une à la fois, s'il vous plaît. Voilà, merci Livio. Je te signalerai donc de changer de diapo. On peut d'ores et déjà passer la suivante. Comme tu viens de le dire, l'enjeu est important et ce colloque depuis hier le montre bien. On est parti la première fois que tu m'as contacté à propos de ce chantier numérique, de ce groupe de travail numérique pour ce chantier scientifique. On est parti de l'état des lieux, de ce qui existe et des moyens disponibles. En ayant conscience de l'enjeu et de la manière dont il fallait être exemplaire à monter cet écosystème numérique, étant donné les attentes qu'il y a, tant pour la restauration que pour la recherche. Parmi les moyens disponibles, on a vite compris que il y avait énormément, et ce colloque le montre encore une fois, de partenaires autour de la table, de chercheurs et d'autres partenaires. Du point de vue, donc il n'était pas question d'en rajouter encore plus, mais du point de vue des questions qui nous préoccupent et de cette possibilité de partager les données, de rentrer directement dans un écosystème numérique qui aille vers qui utilise les standards les plus actuels et les normes les plus récentes, on s'est appuyé sur un certain nombre d'instruments, dont les consortiums de la TGI Humanum que tu as cité. Donc Xavier Granier parlera après moi de l'aspect 3D. Moi, je vais vous parler du consortium qui nous a servi de point de départ, qui est sur la mémoire des archéologues et des sites archéologiques, le consortium MASA. Donc vous voyez ici juste la représentation des partenaires, et dont plusieurs d'entre eux sont impliqués à différents titres. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Le principe qui fédère les partenaires de ce consortium est de diffuser au sein de la communauté archéologique, mais aussi plus largement en partenariat avec d'autres disciplines d'une part, avec beaucoup d'informaticiens, parce qu'on ne travaille pas seul sur ces questions-là, évidemment, mais également avec des partenaires européens, avec la communauté archéologique européenne et plus largement internationale. Tu as cité le programme Ariadne Plus, par exemple. La diffusion des principes FAIR. Alors ces principes FAIR, vous les connaissez, ils ont été évoqués hier également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données doivent être faciles à trouver, c'est-à-dire qu'elles doivent être d'abord accessibles en ligne, ça c'est un préalable, mais elles doivent être faciles à trouver, donc référencées, décrites de manière cohérente par des métadonnées. Elles doivent être accessibles, c'est-à-dire utiliser pour cela des protocoles standards que l'on va retrouver et qui permettront de croiser ces données, mais donc on réfléchira aussi sur le statut de l'accès à ces données. Elles doivent être interopérables, donc là encore utiliser des standards, des référentiels, je vais y revenir dans un instant, et arriver à être réutilisables par d'autres. Et là, on voit bien tout l'enjeu majeur qui se concrétise dans ce chantier scientifique autour du projet Notre-Dame, à pouvoir réutiliser à des différents usages, pour différentes fins, des données qui n'ont pas nécessairement été initialement prévues pour cela, mais qui peuvent être partagées. Si tu veux bien passer la suivante. Donc, on a tous ces expériences dans tous les domaines, dans tous nos domaines, pardon, dans toutes nos disciplines, de bases de données hétérogènes, de bases de données conçues pour des questions scientifiques diverses et variées, toujours très ciblées, très pointues, et qui sont dans des formats, dans des standards différents, qui présentent des structures, même quand on est au sein de la même discipline, et c'est bien le cas, le constat que l'on a fait en archéologie, qui sont hétérogènes même dans leur structure, dans leur construction, sans parler des outils qui sont utilisés pour les déployer eux-mêmes. Il y a bien longtemps que toute la communauté qui travaille sur les données a fait le constat qu'il n'était pas question de chercher à avoir un système unique qui permettrait
de réunir dans une base de données universelle ces différents systèmes, systèmes d'information. Mais l'objectif aujourd'hui et la voie vers laquelle on va dans ce domaine du partage des données et de l'interopérabilité des données est de trouver le pivot, l'élément qui va permettre de faire dialoguer ces différents systèmes entre eux sans nécessairement toucher à leur structure interne. Ce qui permet à chacun de continuer à travailler dans son domaine avec ses outils, avec ses habitudes, sans nécessairement sans les changer, mais pour autant en trouvant le moyen de les faire dialoguer entre eux. C'est ça l'enjeu de l'interopérabilité des données. Il ne s'agit donc pas de construire une base universelle dans laquelle on mettrait toutes les données, la plupart du temps en les réduisant en termes de contenu pour pouvoir les rendre compatibles, mais au contraire de trouver l'élément qui va permettre de les faire dialoguer et de les interroger de manière simultanée. Cet élément, c'est ce que l'on appelle une ontologie. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail ici et dans la définition de cet objet. Et en l'occurrence, pour les données patrimoniales, il y a un standard international qui est porté par l'ICOM, qui est le CIDOC CRM, c'est une ontologie pour les données du patrimoine culturel. Cette ontologie, elle fait référence dans la communauté internationale. Elle a particulièrement été développée pour des questions muséographiques, pour des grandes collections. Je pense en particulier au British Museum, mais également à la BNF, qui apparit leurs données avec ce standard. Et donc, on a décidé, comme le fait toute la communauté européenne dans plusieurs projets patrimoniaux, Ariadne Plus pour l'archéologie, mais également Parthenos pour l'ensemble des données patrimoniales, de mettre ce standard au cœur de notre réflexion. Alors, il fait appel à un certain nombre d'autres référentiels. Donc, j'en ai cité 3 ici. Geoname pour la localisation, Periodo pour le temps, Pactol, ce que la communauté française connaît bien pour le vocabulaire de l'archéologie. On pourrait citer le vocabulaire du AIT, le vocabulaire du Getty Museum, par exemple, qui permet également de travailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est indispensable de pouvoir utiliser des éléments standardisés. Il faut également utiliser des standards pour identifier les personnes, les intervenants, les chercheurs eux-mêmes et les noms de personnes, afin de pouvoir faire dialoguer ces systèmes entre eux. Alors, la diapo suivante, Livio, s'il te plaît. Ce que l'on voit ensuite peut faire un peu peur, c'est-à-dire que c'est un schéma évidemment un petit peu ardu, un peu conceptuel, mais en fait, c'est relativement simple. Les éléments que vous voyez en couleur sur ce schéma, les petites boîtes en couleur, sont les éléments de cette ontologie du CIDOC CRM, et tous les autres sont la manière dont on va relier des structures de données. Alors ici, il s'agit d'archéologie, mais on peut l'élargir bien évidemment à tout le champ patrimonial. Il s'agit de relier les éléments de nos structures vers cette ontologie, vers les entités de cette ontologie, de manière à pouvoir ensuite interroger ces différents systèmes hétérogènes via cette ontologie. Alors après, derrière, il y a un peu de technique. Il y a un peu de technique qui fait qu'il faut maîtriser certains langages qui sont plutôt des langages de machines qui permettent d'interroger ces données-là. Et ce que l'on a développé avec la société Sparna dans le cadre du consortium MASA, c'est l'outil OpenArcheo qui est fondé sur un élément, un module que Sparna a appelé Sparnatural. Si tu peux passer la suivante, s'il te plaît, Livio, qui est en fait une interface graphique qui va permettre de traduire par des requêtes simples et visuelles graphiquement, dans un langage quasi naturel, de traduire ces requêtes dans le format technique, Sparkle, pour ceux que ça intéresse, qui permet d'interroger ces entrepôts de données que l'on appelle des triple store RDF. Ça, c'est bien technique pour ce que l'on souhaite interroger, de manière donc très rapide et qui va traduire par cette interface, qui va traduire les requêtes
dans ce langage et permettre d'aller interroger les différents entrepôts de données. Cet outil, ce composant, SPAR Natural, donc on l'a développé pour OpenArcheo, qui est la plateforme pour interroger que Masa met en place pour interroger des données archéologiques. Et il a été repéré par d'autres institutions. Et en particulier, on travaille maintenant en collaboration avec Sparna et avec eux à la réflexion pour l'utiliser pour les archives nationales ou encore pour la BNF, qui sont très intéressés. Donc on voit tout de suite l'intérêt à croiser des données de manière hétérogène dans leur système de construction, mais également dans leur nature. Et c'est bien l'enjeu qu'il y a autour de ce chantier numérique pour Notre-Dame. La suivante, Livio, s'il te plaît. Donc tu as évoqué tout à l'heure le cycle de vie des données, et c'est bien ici du cycle de vie des données dont il s'agit. Celui que l'on mobilise avec au cœur ces fameux principes FAIR, qui ne sont pas du tout une invention, c'est vraiment du consortium Masa, c'est vraiment quelque chose des principes qui sont diffusés de manière internationale. On a d'ailleurs contribué à la traduction d'un guide de ces principes fait dans le cadre du projet Parthénos, du projet européen Parthénos, qui est très largement diffusé dans de nombreuses langues européennes maintenant. Dans ce cycle de vie des données, ce que l'on représente ici, c'est toutes les étapes, donc ça aussi, ce schéma est assez classique, toutes les étapes de la préparation, de la planification de données jusqu'à leur archivage, mais en passant par la création, le traitement, l'analyse, la conservation, le partage, la réutilisation de ces données, avec à chaque fois les différents outils qui sont autant de briques logicielles que l'on va mobiliser ou utiliser. Celles qui sont dans le cercle intérieur, c'est celles que l'on a développées au sein du consortium pour pouvoir enfin, tout simplement parce que ce sont des éléments qui nous manquaient et que on a eu besoin de développer spécifiquement. Certains d'entre eux seront expliqués, vous les retrouverez dans les vidéos que Livio a évoquées tout à l'heure. Et donc, juste pour terminer, ce vers quoi... Je termine, Livio, si c'est ça que tu veux me dire. Avec la diapo suivante, s'il te plaît. Ce vers quoi on souhaite aller, et l'objectif, la perspective de cela, c'est d'arriver à alimenter ce nuage bien compliqué, bien dense en tout cas, qui n'est pas si compliqué que ça, dit du Link Open Data, et en fait de montrer comment, à travers les données patrimoniales, et en l'occurrence à travers les données de Notre-Dame, on peut alimenter ce nuage des données liées en créant, en contribuant à la constitution d'un donné sur les secteurs, d'un secteur de données sur les données patrimoniales. Pardon. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Si on peut avoir, voilà, super. Merci beaucoup, Xavier. Donc, je donne la télécommande à Xavier Granier sur le deuxième enjeu de notre communauté. Voilà. Donc, dès que l'incendie a eu lieu, tout de suite, la donnée 3D est apparue dans les médias. Et on s'est tout de suite posé la question de l'utilisation de ces données 3D. Quand je parle de nous, je parle humblement au nom, pareil, d'un consortium de la très grande infrastructure de recherche Humanum, comme il était Masa. Et ce consortium-là, c'est le consortium 3D, qui est né, comme j'ai marqué ici, du fait qu'on voit qu'il y a une multiplication de développement, d'usage, etc. autour des données 3D et qu'il est nécessaire de se coordonner pour éviter que chacun fasse dans son coin et qu'on essaie de définir ensemble quels sont les bons usages, quels sont les bons outils à utiliser. Consortium 3D dans lequel participe, on a vu Xavier Rodier, le MAP et nous sur Bordeaux. Et donc, naturellement, tout ce que l'on a développé à travers ce consortium s'est retrouvé confronté aux données qui vont pouvoir être traitées dans le cas de Notre-Dame.
Donc une mise en application directe, mais aussi de nouveaux challenges, de nouvelles questions qui se posent par l'enjeu et le volume des données et l'interdisciplinarité des données qui apparaît dans le cas de Notre-Dame. Les enjeux, on a déjà parlé des données FAIR, que Xavier a parlé des données FAIR. Et par derrière se cachent beaucoup d'autres enjeux secondaires qui sont le fait d'avoir des plateformes mutualisées, des plateformes qui sont accessibles, le fait d'avoir des plateformes qui permettent de stocker les données à long terme. Je reviendrai là-dessus sur les impacts sociétals et écologiques de ce point-là. De faire en sorte que ces données soient accessibles, c'est-à-dire que quand on va faire des recherches dans des moteurs de recherche dédiés ou génériques, on puisse trouver facilement ces données si on est un chercheur. Tout cela passe par le développement de standards sur la documentation, sur les métadonnées, le fait que l'on utilise aussi des formats standards pour garantir que les personnes puissent lire si chacun développe son propre standard. On a beau le passer à la personne d'à côté, il ne sera pas capable de lire, donc il faut se mettre d'accord sur le standard de ces données. Et tous ces enjeux-là se retrouvent aujourd'hui autour de la plateforme Endame dont Livio va parler pour les données numériques. On n'est pas les premiers à avoir réfléchi sur ce sujet-là et on vient dans la lignée de beaucoup de travail qui ont été faits. Je parle ici, par exemple, de la charte UNESCO de 2003, de la charte de Séville de 2014. Le consortium 3D a commencé à travailler en 2014 et a mis en place des outils basés sur sa réflexion à partir de 2018. Donc on est dans une histoire plutôt récente de ces données-là, et une histoire qui n'est pas terminée parce que le volume des données et le type de données est toujours en évolution. Un des premiers résultats qui est issu de ces travaux qui ont été faits au sein du consortium, c'est la mise en place d'une plateforme mutualisée qui s'appelle le Conservatoire national des données 3D SHS, qui offre un exemple de conservation de ces données à long terme sécurisées. Et autour de ce conservatoire est née aussi une réflexion sur quel est le devenir de ces données, quel est le statut de ces données. Une fois que l'on a travaillé sur des données numériques, on est dans la science ouverte, il faut que ces données numériques soient accessibles. Et on est en train de faire le choix que ces données, une fois qu'elles sont mises à disposition, elles sont de même statut qu'une publication classique. Une donnée, un corpus, c'est une publication en elle-même. D'où le fait d'un choix, par exemple, d'un DOI, comme on retrouve sur la plupart des publications en ligne, pour pouvoir accéder à ces données. Et après, tout ce qui est d'enjeux d'interopérabilité, on a parlé de CIDOC-CRM, on retrouve GeoName, on retrouve Periodo, on retrouve OpenTESO, dont on a parlé précédemment dans MASA. On ne voit pas beaucoup sur ce transparent-là, mais ce qui est... On parle de publication. Publication en France, la référence, c'est HAL, pour tout ce qui est archive en ligne. Et on interconnecte ces publications-là par le jeu des DOI entre HAL et le conservatoire. Une publication HAL peut faire référence aux données qui sont dans le conservatoire et réciproquement, ce qui permet d'offrir ce genre... qui permet d'interagir entre ces données. Voilà. On sépare aussi l'idée, on a vu la notion de conservation et d'archivage, on sépare cette notion de conservation, de publication de la notion d'archivage. Les données conservées, c'est une donnée brute, telles qu'on les a faites. Quand on parle d'archivage, il y a encore plus de long terme qui se met en jeu. Et il faut garantir que les données qu'on archive soient lisibles sur une très grande période de temps. Et ça demande à réfléchir profondément à quels sont les types de données. On ne peut pas mettre n'importe quelle donnée en type d'archivage. Nationalement, on a le CINES, qui est une infrastructure qui permet d'archiver les données. La plupart des thèses, par exemple, sont archivées au CINES. La plupart des publications HAL, si je ne me trompe pas, sont archivées au CINES. Et par derrière, les formats PDF pour les documents, les formats JPEG pour les images, etc., ont été acceptés comme standard parce qu'on garantit que dans 15 ans, on pourra les faire évoluer pour que les lecteurs puissent être capables de les lire. Et donc, le format de ces données est quelque chose de très important. Et les travaux que l'on mène en ce moment au sein de Notre-Dame et ailleurs nous conduisent à essayer de continuer à mener cette réflexion sur quels sont les bons formats. On a déjà proposé 2 standards et il y a certainement d'autres standards qui seraient peut-être plus pertinents, notamment lorsqu'on va vouloir mélanger des données 3D avec des données qui viennent d'autres disciplines. Donc tous ces travaux qui sont alimentés par l'ensemble des membres du consortium, par le projet Notre-Dame, mènent sur un certain nombre
de publications, de recommandations, notamment sur le bon vocabulaire à utiliser pour essayer, quand on fait répondre à des appels d'offres, pour pouvoir essayer de bien se comprendre entre les gens qui sont plutôt des sciences sociales, humaines et sociales, les gens qui sont plutôt du côté technique, et essayer de se mettre d'accord sur un vocabulaire commun, vocabulaire qui a été intégré dans OpenTeso, dans les Pactols, et qui est utilisé aussi au sein de la plateforme de Notre-Dame. On a réfléchi aussi au cycle de vie de données. C'est une autre vision de ce qu'a présenté Xavier tout à l'heure, avec au centre la question de quelles sont les données qui sont pertinentes à conserver ou à archiver et à quel niveau du processus il est intéressant de faire un dépôt pour la conservation et l'archivage. Il y a les données brutes, celles qu'on mesure directement sur le terrain. Les premiers traitements que l'on peut faire, là on commence à mettre un biais qui est un biais logiciel ou qui va être un biais d'interprétation par les personnes qui ont utilisé ce logiciel, donc elles sont déjà un peu perturbées. Et après, on peut travailler sur tout ce qui est hypothèse scientifique de restitution. Il en introduit un autre biais, en quelque sorte, qui m'aide sur la validation d'autres modèles. Donc, un certain niveau A0, V0, V2, et une itération sur toutes les hypothèses. Et à chaque étape, une fois que c'est validé, la possibilité de conserver ces données-là. Et je rajouterai... Ça rejoint aussi ce qui a été fait sur le groupe de GT Émotion. La partie valorisation, c'est-à-dire ces données scientifiques, peuvent aussi mettre en valeur le patrimoine, comme c'est dans le cas de Notre-Dame, pour pouvoir communiquer à la fois les résultats scientifiques, mais aussi communiquer autour du patrimoine. Et donc, il y a tout cet aspect. Mais vous voyez que tout ce qui est l'aspect valorisation, dans le cas de la science ouverte, on ne le recommande pas forcément de l'archiver et de le stocker. Ça reste une étape. Voilà. Donc, toute cette réflexion autour de l'archivage des données, dans le cas de la science ouverte, dans lequel on est poussé et qui est naturel, parce que quand on a besoin de cette science ouverte, on a besoin de communiquer entre les différents scientifiques et donc que les données qui sont utilisées pour la recherche soient le plus ouvertes possible. Par contre, ça pose un certain nombre d'enjeux qui sont sociétaux et environnementaux, je rajouterai. Sociétaux parce que ça a besoin d'infrastructures publiques pour pouvoir mettre ces données-là, infrastructures publiques qui durent sur une période longue, une période d'archivage. Et donc, il manque... Ouais, je connais le texte, je peux continuer. Donc, sur une période longue. Donc, c'est un engagement sur un très long terme. Il faut que ça soit commun. On peut avoir une multiplication, mais il faut qu'on soit d'accord sur une certaine mise en commun de ces outils-là et que ce soit pérenne, que ce soit en termes de moyens humains, que ce soit aussi d'infrastructures informatiques, logicielles, etc. Le second point est l'impact sociétal et écologique. Sociétal parce que ce que l'on met, c'est on transmet ces données-là pour les générations futures, en quelque sorte, pour les chercheurs futurs. Mais écologique parce que les données numériques ont quand même un coût qui n'est pas négligeable. Et si l'on se pose la question de l'augmentation du volume de données numériques, lorsqu'on prend le projet Notre-Dame, il y a plus de 9000 documents, il me semble, déjà dedans, dont des données 3D qui sont extrêmement volumineuses. Un coût, on a un coût de 700 € le téraoctet à l'année d'archivage, sans compter du coût énergétique, etc. Et donc, il y a une réflexion à mener sur toutes ces implications-là. Au-delà de l'état de l'art, on se rend compte à l'heure actuelle que tout ce qui est 3D, c'est un langage naturel. On perçoit le monde qui nous entoure de manière 3D, on a une vision binoculaire, on a une vision stéréo, on perçoit le monde en 3D et donc ça devient un langage commun sur lequel les gens peuvent facilement interroger. Lorsqu'on est autour d'un monument, chacun peut pointer du doigt quelque chose, les gens vont suivre la direction du doigt et on est d'accord sur quel endroit on pointe. Donc c'est un support d'études et de communication naturelle sur lequel on peut accrocher de l'information. On entend beaucoup parler de BIM, Building Information Management, SIG 3D, etc. Donc c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, mais il est temps de se mettre d'accord et d'avancer sur quels sont les bons standards, quelles sont les bonnes méthodologies, et surtout comment faire vivre ensemble des données qui ne sont non 3D dans un référentiel qui est 3D et comment on peut passer de l'un à l'autre. Voilà. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Xavier.
Merci beaucoup Xavier d'avoir, avec le premier Xavier, décrit les paysages dans lesquels nous avons démarré cette action, dans la mesure où, comme je vous avais expliqué, il s'agit d'un enjeu que la communauté nationale, la communauté internationale finalement essaie de poursuivre, et ce projet est une grande occasion pour nous. Donc, je vais vous parler très rapidement, de façon synthétique, en faisant appel également à des présentations plus approfondies qui seront sur le web, sur les sites web. Je vais vous parler un petit peu de la manière dont on est en train de construire cet écosystème qui réunit tout d'abord des travaux provenant de plusieurs acteurs, comme vous le voyez à l'écran, et surtout des outils des laboratoires issus de nos laboratoires. Donc cet écosystème comprend un volet de collecte des données. C'est un volet finalement qui s'appuie beaucoup sur la lettre accord qui a été fournie par le CNRS et le ministère de la Culture pour la mise à disposition des données. Donc on a plusieurs donateurs, des laboratoires, donc des scientifiques, des entreprises également, des citoyens. Je tiens à remercier l'établissement public de nous faire autant de confiance dans cette action très importante de centralisation des données. Et ce volet collecte contient également beaucoup de relevés 3D. Et à ces propos, je cite le relevé de Andrew Talon, qui a été déjà cité par Dany Sandron, qui est devenu pour nous le référentiel topographique finalement de l'ensemble de nos données. Et donc concernant ces volets, je vous invite à voir la présentation de Thomas Pouillet sur le stockage des données et sur la manière dont la boîte à outils du Humanum est utilisée pour cela. L'écosystème comprend également un volet de production des données, avec une réflexion continue sur les modalités qui permettent de spécifier les besoins et la correspondance entre les types d'acquisition et les contextes d'application des modalités. Et comme vous avez pu l'entendre dans les présentations de plusieurs groupes de travail, donc il y a eu des membres du groupe GT numérique qui ont été mobilisés dans plusieurs opérations. Et là, vous trouvez toujours sur le site des très belles présentations de Loïc Espinas sur l'acquisition in situ post-incendie, Renato Saleri sur le protocole d'acquisition photogrammétrique de l'extrado de voûte et celle de Moustapha Mouadib sur l'exploitation des relevés 3D pré- et post-incendie. Alors, c'est un travail remarquable de fusion de l'ensemble des ressources numériques 3D au sein d'un référentiel unique qui est mené donc, par ces groupes. L'écosystème comprend la partie la plus importante, la partie qui se positionne sur l'état de l'art de notre domaine en matière d'enrichissement sémantique. Donc, on aborde l'enrichissement sémantique par 3 volets. Tout d'abord, la catégorisation documentaire, la catégorisation sémantique qui passe par des outils qui s'appuient beaucoup sur le vocabulaire contrôlé, et la spatialisation 3D des ressources. En ce qui concerne donc l'indexation des ressources, on s'appuie sur ArcheoGrid. Je tiens à dire que tous les outils dont je vous parle sont des outils développés par des membres de ce consortium, et les développeurs participent et contribuent en continu à la customisation de l'outil. Donc c'est le cas de Sarah Tournon, par exemple, qui s'intéresse à l'enrichissement et à la gestion des dépôts, en donnant la possibilité d'associer à chaque donnée, qu'il s'agisse d'un texte, d'une vidéo, du son ou de la 3D, des jeux de métadonnées configurables sur la provenance, la spécification technique ou la localisation spatiale temporelle. Il y a un deuxième volet qui est représenté par OpenTeso. Là, vous trouvez dans OpenTeso tout le travail qui est fait sur l'alignement des vocabulaires qui sont utilisés par les groupes de travail, qui sont utilisés en fonction des différents domaines mobilisés dans l'observation et l'analyse, notamment l'architecture, les techniques de construction, les matériaux, les phénomènes d'altération. Et là, vous avez 3 présentations que vous retrouvez ici, qui vont de l'explication de l'outil tel qu'il a été configuré et
mise à disposition du chantier, au travail donc par Milette Rousset, au travail d'alignement des thésaurus pluridisciplinaires qui est fait bras à bras avec les groupes de travail présentés par Isabelle Cao, et un travail remarquable fait par Denis Yo sur la terminologie, la nomenclature de la cathédrale. C'est un travail qui couple d'un côté l'identification, donc la définition du vocabulaire sur des références bien sûr déjà bien connues, mais surtout l'identification d'enveloppes spatiales correspondantes à chaque concept. Ceci anticipe bien ce qui relève de la spatialisation, un jeu de la spatialisation. Alors, normalement, il y avait une animation, mais je ne sais pas si ça... Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. L'enjeu de la spatialisation 3D de ces ressources et de l'enrichissement sémantique finalement qui est associé, que nous abordons avec Aioli, qui est une plateforme développée au MAP. Aioli permet de spatialiser des photographies de façon automatique. Donc imaginez, vous avez vu combien de photographies sont produites par les chercheurs de ces chantiers. Donc cette plateforme permet de repositionner de façon automatique ces images à l'intérieur d'une représentation globale de la cathédrale et permet surtout finalement d'attacher à toutes les annotations qui sont faites sur les images, par les biais donc de descripteurs qualitatifs, d'emploi d'un vocabulaire contrôlé, permet donc de repositionner dans l'espace global, dans un référentiel global de la cathédrale, ces annotations. Et là, vous trouvez, toujours sur le net, deux présentations, l'une d'Anas Alaoui, l'autre de Roxane Roussel. Il y a une extension qui était prévu pour ce projet, donc une extension de cette approche de spatialisation développée par Violette Humbergel. Vous trouvez sa présentation qui concerne un visualiseur qui est dédié et un visualiseur qui est déjà accessible sur le web et aux membres du chantier scientifique et qui permet d'accéder au corpus des ressources 3D déjà disponibles, permet d'interagir avec ces ressources, extraire des mesures par exemple, mais surtout qu'il était conçu comme étant le réceptacle finalement de toutes les données qui sont indexées sur d'autres outils. Donc par exemple les sources qui sont spatialisées gardent un lien avec ArcheoGrid, ou encore la spatialisation d'images fait référence à des scènes Aioli et les termes de vocabulaire pour les requêtes par exemple font référence à OpenTeso. Et là, vous voyez un exemple de spatialisation d'images. Donc, vous pouvez comprendre à quel point, pour nous, il est essentiel d'être capable de gérer cette masse de regards qui est portée sur la cathédrale et jusqu'à quel point il est essentiel d'associer à ces regards également tout ce qui relève de l'interprétation des différents chercheurs. Je vais terminer sur les enjeux donc, que ce projet ouvre à partir de ces premiers résultats qui sont d'une mise en relation des logiciels existants qui ont avancé. Donc ce sont des enjeux finalement qui doivent faire face à la masse de données que nous traitons dans ce genre de projet. Donc on doit travailler beaucoup sur des mécanismes de propagation automatique d'attributs. C'est-à-dire, j'annote une image, il faut que par proximité spatiale, d'autres images puissent récupérer les annotations ou l'enrichissement sémantique finalement de la première image. Je peux faire le même raisonnement par des mécanismes de proximité sémantique finalement si on utilise des ontologies. Mais surtout, l'enjeu, qui est un enjeu à long terme, sur cet échantillon de données relevant des sciences du patrimoine, consiste à mettre en place un moteur de corrélation automatique de ces données. Un moteur qui prenne en compte 4 aspects, je ne veux pas détailler, bon, l'espace d'abord, la forme, le temps et les domaines des connaissances. L'idée est d'être capable, par les croisements de ces 4 dimensions, finalement, de monitorer, d'analyser, de mémoriser les regards, ou la pluralité des regards qui sont portés sur l'objet patrimonial. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à mon collègue Kevin qui va vous présenter un focus sur les charpentes.
Bonjour à tous. Donc, je suis Kevin Jacot, je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Lyon et chercheur au MAP. Alors, il est établi que la documentation sur Notre-Dame de Paris est hétérogène, dispersée et abondante. Alors, c'est une affirmation qu'il faut nuancer au sujet des charpentes pour lesquelles relativement peu d'études ont été réalisées. Donc, ça a été rappelé notamment par Cédric Tranceau hier, lorsqu'il a présenté son travail de relevé sur les charpentes de Notre-Dame. Pour les ressources existantes, beaucoup sont anciennes, relativement fragmentaires et souvent discordantes, et aucun relevé global n'existe. Là aussi, c'est quelque chose qui a été évoqué par Cédric Tranceau hier. Alors, cette méconnaissance des charpentes explique la mise en place d'un projet spécifique au sein du GT numérique, ayant pour but la restitution des charpentes dans leur état immédiatement antérieur à l'incendie. Alors, les fonctions de cette restitution sont doubles. La fonction première de cette restitution est d'offrir une meilleure compréhension des vestiges. Elle peut servir de base à un travail pour vérifier les hypothèses archéologiques ou architecturales. C'est la fonction classique d'une restitution. Mais son intégration dans la plateforme numérique NDAM, qui vient d'être présentée par Livio De Luca, en fait aussi une référence spatiale et temporelle commune, unique, en fait la seule existante correspondant aux charpentes juste avant l'incendie. Donc elle devient à son tour un moyen d'accès et de croisement de ressources liées à cet espace et à cet état temporel. Donc, toute restitution repose sur l'interprétation de documents existants. Elles contiennent une part d'hypothèse qui fait l'objet d'une documentation. La première vision globale des charpentes, médiévale du moins, de la cathédrale est le fruit du travail de 2 ans mené par Rémi Fromont et Cédric Tranceau qui a été présenté hier. Donc c'est un travail qui est remarquable, notamment par le souci apporté à la nature des assemblages. Il apporte également une critique des ressources existantes sur le Grand Comble. Depuis, on dispose d'autres sources iconographiques et 3D qui peuvent être mobilisables dans un projet de restitution. Donc aujourd'hui, c'est environ 3500 photos des charpentes et des couvertures qui sont intégrées au projet. Les 2/3 proviennent de reportages photographiques récents réalisés par les agences d'architecture ou des scientifiques. Et un travail d'indexation a été mené en parallèle du travail de restitution afin d'enrichir ces milliers de clichés photographiques de mots-clés permettant de préciser la position et la direction des photos et donc d'en faciliter l'exploitation dans le projet de restitution. Donc ces mots-clés sont construits sur la base de nomenclature commune largement utilisée au sein du chantier scientifique. Donc la restitution est maintenant suffisamment détaillée pour permettre à son tour de faciliter le travail d'indexation de nouvelles photographies. Alors une petite étude statistique menée à partir de ce travail d'indexation révèle un déséquilibre au niveau de la couverture photographique des charpentes. Alors, rien d'étonnant, hein. Le rond-point du cœur que l'on voit ici en vignette est le sujet de nombreuses photographies. La couverture photographique est donc hétérogène, comme le montre le diagramme en partie inférieure. Certaines parties des combles ont été peu photographiées, ce qui se répercute évidemment sur le niveau de détail de la restitution finale. Alors évidemment, cette indexation, ce travail d'indexation à partir de mots-clés va alimenter la plateforme ArcheoGrid qui a été présentée précédemment, donc l'outil collaboratif de gestion de documentation du GT numérique. Donc le processus de restitution s'appuie également sur des documents 3D, alors sous la forme de nuages de points acquis par scanner laser. Aujourd'hui, plusieurs de ces relevés sont utilisés indirectement, sous la forme de coupes, dans le travail de restitution. Donc, il s'agit de relevés réalisés par Andrew Tellon, ainsi que des relevés de 2 sociétés, AGP et GEA. Alors, ce sont des données volumineuses, loin d'être exhaustives. Les effets de masque qui ont été évoqués précédemment dans les nuages de points sont notamment extrêmement présents du fait de la densité de bois dans les combles, comme le trahissent ici les zones blanches, vides d'informations, dans cette coupe extraite d'un nuage de points. Donc la charpente n'est pas surnommée la forêt sans raison. Ces nuages de points et les ressources photographiques qui viennent d'être présentées
ainsi que les relevés de Rémi Fromont et de Cédric Transo peuvent être associés au sein d'une méthodologie mettant à profit leur complémentarité. Donc la méthodologie répond à deux besoins. C'est les deux besoins que j'ai évoqués précédemment. Le premier besoin, c'est la production d'une restitution, mais aussi la création d'une référence spatiale et temporelle pour la plateforme NDAM. Alors, la restitution est un processus au long cours. Elle n'a pas véritablement de fin, elle est par nature toujours en cours, car elle suit l'évolution de l'état des connaissances sur l'objet d'étude, mais aussi l'évolution des technologies. Et donc cette dernière année de travail a été marquée par l'intégration régulière de nouvelles ressources, mais aussi par des modifications d'ordre méthodologique liées aux questions de nomenclature, de structuration et d'outillage. Donc à une première méthodologie reposant sur le principe d'essai-erreur a succédé aujourd'hui une méthodologie plus stable et mieux adaptée aux nombreuses itérations évoquées précédemment, des itérations rendues nécessaires par l'agrégation de nouvelles sources au processus de restitution. Donc je vais présenter très rapidement ces quelques grandes étapes de la méthodologie. Alors je vais passer très rapidement sur ça. Donc pour faire simple, en fait, l'idée c'est de partir du général, du global vers le particulier. Alors c'est vrai pour l'objet d'étude, pour la géométrie de l'objet qui est reconstruit, mais également pour les documents qui sont utilisés. Donc on va partir des coupes et des plans les plus exhaustifs, les documents globaux, pour aller progressivement vers des coupes qui se concentrent sur des éléments beaucoup plus précis, sur des zones plus précises, notamment les fermes. Donc j'ai passé ces étapes. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, il y a une vidéo qui existe. Alors, un point important, c'est la question de la structuration de ce modèle. La restitution se présente sous la forme d'un modèle géométrique, un maillage en fait composé de plusieurs milliers d'entités indépendantes, identifiées à l'aide d'une nomenclature dérivée de celle qui est utilisée par la maîtrise d'œuvre. Donc, elle est commune aux différents acteurs impliqués dans le projet, également dans le projet scientifique. Donc, le maillage est organisé en suivant une structure hiérarchique respectant la composition architecturale. Il s'agit d'une première forme d'enrichissement sémantique du modèle des charpentes. Il est le préalable permettant une pleine exploitation de ce travail au sein de la plateforme NDAM. Puisque pour que les données liées, pour que les données produites ou collectées par les autres acteurs du GT soient utilisables, encore faut-il que les éléments restitués disposent d'un identifiant propre. Alors j'arrive à la fin. Aujourd'hui, nous approchons donc d'une première version de la restitution. Donc une première version a été communiquée à la maîtrise d'œuvre le mois dernier. Dans cette nouvelle phase qui va commencer, la version 1 du modèle 3D structuré va faire l'objet de révision et d'enrichissement auprès d'experts, notamment du GT Bois, mais également de la maîtrise d'œuvre. Le viewer qui a été présenté par Livio De Luca juste avant est ainsi mobilisé pour cette activité de révision afin de permettre l'accès et le travail de révision de cette restitution. Donc, par la même occasion, la restitution devient une nouvelle ressource spatiale et temporelle, à l'image des nuages de points déjà présents dans la plateforme, et à ce titre, elle peut être utilisée aux mêmes fins. Elle enrichit l'environnement commun de centralisation et de spatialisation des données collectées et produites. Alors, peut-être que je peux passer ça. T'en as déjà parlé. On a encore un peu de temps. Très rapidement. Donc, ce premier volet se concentrait sur l'état des charpentes avant l'incendie. Là, je vais passer très rapidement sur les charpentes après incendie, puisque, comme Livio De Luca l'a évoqué, le GT numérique a été impliqué dans des actions au profit de la maîtrise d'œuvre. Et en fait, on a commencé début 2020. On a participé au suivi des opérations de prélèvement des restes des charpentes sur l'extrado des voûtes. Donc, l'objectif était d'enregistrer très rapidement, en 2 dimensions et en 3 dimensions, toutes les étapes de prélèvement avec un minimum de résolution adéquat pour collecter des informations précieuses permettant l'identification et la classification de chaque élément, ainsi que leur repérage spatial. C'est des choses qui ont déjà été évoquées, notamment par le GT Bois. Donc évidemment, ça aussi, c'était largement évoqué, je ne vais pas revenir dessus, des contraintes opérationnelles très particulières sur Notre-Dame. Et pour répondre à ces contraintes, 2 technologies ont été mises en œuvre, du scanner laser, donc un équipement relativement compact, léger, très rapide. Donc c'est notre collègue Loïc Espinas d'Arcovision qui l'a mis en œuvre sur Notre-Dame.
Une autre technologie, qui est une technologie qui a fait l'objet d'un développement interne, c'est un cable cam, c'est une nacelle qui se balade le long des extrados des voûtes et qui permet la prise de photos régulières. Donc là aussi, c'est une solution ad hoc, vraiment sur mesure, adaptée aux contraintes spécifiques du chantier. Et donc là, je ne vais pas réinsister sur ce dernier point, mais évidemment, ces données sont intégrées aux différents outils et à la plateforme Ndam qui a été présentée par Livio De Luca précédemment. Bonjour, je suis Olivier Malaverne, chargé d'études documentaires au laboratoire de recherche des monuments historiques. Je vais vous présenter le traitement documentaire des images qu'on a mis en place en collaboration avec le service régional de l'archéologie. Je vais vous montrer en quoi il a consisté, en quoi il consiste toujours d'ailleurs, comment ça se présente et comment ce processus s'est mis en place au fil de l'eau. Donc vous avez déjà vu entre hier et aujourd'hui un certain nombre de photographies et d'éléments, d'informations sur la façon dont les opérations de tri se sont déroulées. Donc, il faut savoir que ce protocole a été suivi en parallèle, on peut dire, d'un protocole de prise de vue qui a généré un très très grand nombre de photographies, on peut dire au kilomètre, en tout cas au fil de l'eau. Et ces photographies, au début, ont fait l'objet d'un cadre de classement assez, on va dire, rudimentaire. En tout cas, un cadre qui a permis de classer les photos avant un traitement plus conséquent sur lequel je vais revenir. Donc au début, notre travail a consisté à surtout constituer des dossiers de photos en fonction des interventions des différents acteurs et des agents qui triaient sur le terrain. Donc on va dire que ce cadre de classement assez rudimentaire, mais néanmoins réfléchi, a permis de récupérer quelques milliers de photographies. Et ces milliers, pardon, je suis passé un petit peu vite. Je crois qu'il y a une animation qui ne s'est pas déclenchée. Bon, c'est pas très grave. Donc l'idée là, c'est qu'on a fourni un cadre de classement basique, on va dire, pour récupérer quotidiennement toutes les photographies qui revenaient du chantier. Et à partir de ces dossiers de photos, nous avons mis en place, nous avons commencé à structurer une arborescence en mettant en place des règles pour le nommage des fichiers, ce qui est généralement une règle de base très importante quand on a des milliers de fichiers. Ensuite, en organisant un système de dossiers dans lesquels on a ventilé les images, donc on a créé des dossiers ad hoc, je vais vous montrer juste après, et en parallèle, en créant un plan de classement pour structurer tout cet ensemble. Donc le renommage, qui est une opération essentielle lorsqu'on manipule des milliers de photos, il s'est appuyé sur un principe assez simple, mais qui nous a servi vraiment d'ossature, de pivot dans le traitement des images, dans le traitement documentaire, c'est l'horodatage, donc la date de création de l'image. Et lorsqu'on manipule en plus énormément de dossiers, de sous-dossiers et de fichiers, ça permet d'avoir une vision, on va dire, plus organisée, en tout cas de trier les informations. Donc, les images ont été, le nom des images a été construit à partir de ces informations d'horodatage. Ces informations d'horodatage servent, on va dire, de préfixe au nom de l'image et sont suivies d'un trigramme qui représente l'opérateur pour des informations qui peuvent être utiles ultérieurement, et aussi la zone dans laquelle les éléments ont été triés. Donc il y a un script qui ensuite fabrique à la volée ces milliers d'images pour les ventiler dans des dossiers sur lesquels je reviendrai. Donc une fois que cette moulinette, on peut dire, est passée, ça permet d'avoir déjà une vision un peu plus ordonnée et surtout de permettre de classer les images telles qu'on le souhaite et de les exploiter. Donc pour cela, on a mis en place un plan de classement, donc moins frustre que ce qu'on avait au début sur les différents dossiers.
Et ce plan de classement, il s'est divisé en 2 grandes catégories. Une catégorie qui est vraiment liée au protocole de tri stricto sensu, et la catégorie de toutes les autres images, les milliers d'autres images qui concernent le chantier, mais pas le protocole de tri à proprement dit. Donc à l'intérieur de ce dossier de protocole de tri, qu'on a appelé protocole de tri Godet, nous avons donc classé toutes les images en fonction de leur horodatage. Donc ça représente la plus grande partie en fait, des images que nous récoltons jusqu'à maintenant, que nous avons récoltées jusqu'à maintenant. Donc l'arborescence du plan de classement est assez classique. On a utilisé les zones où les éléments ont été triés, enlevés. Donc on retrouve les zones de la cathédrale, avec une partie entreposage qu'on vient juste de voir passer. Donc on a toutes les catégories qui sont présentes. Alors souvent présentées sous forme de séquence, parce qu'en fait, donc là, on voit le préfixe qui correspond à la zone de tri dans la cathédrale, donc CR pour croisée du transept, et qui regroupait souvent un ensemble d'images, de photographies qui correspondaient aux manipulations, à l'ensemble en fait des manipulations depuis la levée des godets jusqu'au tri sur la table de tri et après le classement sur palette et dans les big bags. Donc, ça permet d'avoir une forme de séquençage de sous-groupes en fait qui rassemblent toute une opération jusqu'à la constitution d'une palette. Donc on peut quasiment dire que cette séquence correspond à une palette. Donc en dehors de cette catégorie protocole de tri, on a créé une catégorie, autre image, qui est très très vaste, qui est très évolutive en fonction des activités du chantier, donc qui peut correspondre à des zones, qui correspondent d'ailleurs souvent à des zones géographiques ou à des problématiques situées dans la cathédrale. Donc là, on a un exemple avec les voûtes, donc c'est tout de suite des milliers d'images. Et on a créé une troisième catégorie qui n'est pas forcément annexe, mais qui est un petit peu différente. On a regroupé tous les numéros d'inventaire dans un très grand ensemble qui s'appelle les palettes. Voilà, ça nous permet d'avoir une vision instantanée de tous les godets qui ont été numérotés et qui ont été distribués sur les différentes palettes. Voilà, on a besoin de temps en temps d'avoir comme ça une organisation un peu plus ciblée. Donc voilà, on a par exemple une palette qui va regrouper 3 godets. Donc pour valoriser toutes ces informations qui sont liées aux images, on a bien sûr utilisé un certain nombre de vocabulaires contrôlés et mis en place un mécanisme d'indexation des images. Donc pour les vocabulaires, on s'est appuyé bien sûr sur un certain nombre de vocabulaires contrôlés et structurés existants, notamment au sein de nos institutions, et surtout le ministère de la Culture, et notamment et aussi plutôt de ces vocabulaires qui sont utilisés dans notre laboratoire pour indexer le contenu de nos bases de données documentaires. Et on a ajouté à ces vocabulaires déjà existants un vocabulaire spécifique chantier pour pouvoir rendre compte de tous ces numéros d'inventaire qui ont été photographiés, qui regroupaient tous les blocs sur les palettes. Pour la partie indexation des images, donc on a eu besoin d'abord d'avoir ce nommage des fichiers bien structuré, d'avoir mis en place ce mini thésaurus, et à partir de là, on a pu utiliser en bas sur la partie droite, je double l'autre flèche, tous les termes sous différentes catégories, certains reprenant des ensembles de vocabulaire structurés, d'autres étant des vocabulaires dits plus libres, ce qui nous permet d'indexer notamment les numéros d'inventaire, parce que ça a quand même une très grande importance, et ensuite de nourrir, d'alimenter chaque image, comme on voit ici. Chaque image vient se grossir de mots-clés éventuels que l'on sélectionne à droite. Voilà, et ces mots-clés, c'est important, vont être attachés à l'image, donc à l'intérieur de l'image. Ensuite, pour des raisons la pratique, là je vais vous montrer à gauche, on peut utiliser, une fois qu'on a déterminé tous ces mots-clés, qu'on les a associés aux images, on peut les utiliser sous forme de recherche à facettes assez classique, ce qui nous permet à nous d'isoler des ensembles d'images ou une image précisément.
Et voilà, par exemple, sous la forme d'une catégorie, comme les palettes, je crois que voilà, les palettes vont apparaître. Voilà, ça permet tout de suite d'avoir une utilisation efficace du contenu qui a été indexé. Donc après toutes ces étapes, une fois que les images sont nommées, sont indexées, elles sont prêtes pour la plateforme numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les informations, donc les métadonnées qu'on a dans les images, à la fois les métadonnées qui sont inscrites dans la prise de vue et celles qu'on a ajoutées avec les mots-clés, nous permet d'exporter toutes ces informations sous forme d'un tableur, dans un fichier CSV, et ensuite de déposer dans la plateforme numérique ces informations. Là, je vais passer rapidement sur le fichier des métadonnées, mais en fait, ce fichier regroupe sous les en-têtes de colonne toutes les informations dont on a parlé avant, les métadonnées intrinsèques à l'image, on peut dire, et celles qu'on a ajoutées par l'indexation. Et une fois que ces images sont indexées, que ce fichier est prêt, elles sont exportées, elles sont versées dans l'espace ad hoc de la plateforme numérique. Et ce sont toutes ces images, plus les métadonnées qu'on a associées, donc le fichier qui décrit le contenu des images, plus ces images qui vont pouvoir être moissonnées par les outils de la plateforme numérique, notamment ArcheoGrid, dont on a déjà parlé. Et voilà, là je vais peut-être passer la parole à Livio, ou on n'a pas le temps peut-être. Il faut que tu prennes ton micro, Livio. On n'a vraiment plus le temps, là. D'accord, bon. Alors je vais peut-être finir par quelques chiffres. Qu'on parlait de ces milliers d'images. Ça va aller très vite. De toute façon, j'ai les informations à l'écran. Vous voyez à peu près 12 000 images actuellement indexées ou en cours d'indexation, dont pratiquement la moitié a déjà été déposée sur la plateforme numérique. À ces images, ces 12 000 images, il faut ajouter à peu près 20 000 images, ou je crois un peu plus, du Centre de recherche et de restauration du Musée de France, du C2RMF, qui va intégrer ce protocole au moins au niveau de l'indexation, du mécanisme d'indexation des images. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ces présentations qui montrent bien l'ambitieux travail dans lequel s'est lancé le groupe Données Numériques. Et tout de suite, la parole à la salle, puisqu'il n'y a pas de questions sur le chat, d'après ce que j'ai vu, pour quelques questions. Bonjour. Donc pour la partie calcul, en fait, on va avoir besoin d'informations certaines informations ont été présentées. Donc il y a eu des relevés sur les pierres, il y a des mesures qui vont être faites. Est-ce qu'il est prévu dans l'avenir qu'on mette d'autres informations dans la plateforme et comment on pourrait y accéder dans le futur? C'est-à-dire, imaginons que pour la partie simulation, j'ai besoin de modules pour calculer la rigidité d'un matériau, savoir quel endommagement a été constaté, etc., etc. Est-ce que je pourrais un jour avoir ces informations-là à disposition? Merci. Alors, ça fonctionne, voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que nous avons prévu de donner accès à tous les membres du chantier scientifique le 10 janvier prochain à tous les outils que j'ai présentés. Donc, il y aura les comptes utilisateurs, la possibilité d'accéder à tous ces outils. Pour répondre à la question spécifique, ces informations relèvent tout d'abord d'une catégorisation qui est faite par mots-clés. Là, je pense que les présentations ont été assez explicites là-dessus. Mais, à mon avis, également d'une correcte spatialisation, finalement, notamment vu du fait que les informations que vous recherchez sur le plan des structures sont nécessairement localisées finalement au sein d'une représentation 3D. Alors pour ce faire, donc, il y a déjà une bonne trentaine de scènes déjà prêtes dans Aioli qui ont été calées sur le relevé photogrammétrique de l'extérieur. On est en train de faire l'intérieur, ce qui permet de couvrir la totalité dans son intégralité avec plein d'images. Il suffit de se loguer sur la plateforme Aioli typiquement et d'ajouter des calques d'annotation
Donc l'idée serait que plusieurs calques puissent être utilisés par plusieurs membres des groupes de travail du chantier, ce qui fait que, au final, de façon collaborative, il y aurait la possibilité donc d'accéder à l'information qui est produite par les collègues mêmes, par les chercheurs mêmes. Alors, toute la question là aujourd'hui est méthodologique. On avait commencé à parler, par exemple, avec des représentants du groupe métal. Est-ce que si j'ai fait un prélèvement, donc j'ai des données analytiques associées à un prélèvement, ces prélèvements doivent être localisés dans l'espace, dans sa coordonnée X, Y, Z, ou est-ce que doit être lié au concept ou à des classes, des matériaux, des structures qu'il représente? Parce qu'un prélèvement est emblématique finalement d'une lecture qui parfois est transversale finalement à l'espace, transversale à plusieurs concepts. Et c'est là tout le travail de, comment dirais-je, d'alignement, d'harmonisation qu'il faut faire ensemble. C'est un enjeu collectif qu'il faut essayer de mener. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ces outils sont vraiment opérationnels. C'est un grand effort de développement informatique qui est fait derrière pour commencer à aborder ces questions. Et certains parmi vous y ont déjà accès. Vous avez vu qu'ils sont 100% basés sur des technologies web, ce qui permet à tout le monde d'y accéder, quel que soit son terminal. Alors, je vois deux questions sur le chat, une de Jennifer Feldman, une autre d'Angèle Dequier. Donc, la première, est-il possible pour les membres d'autres groupes de travail d'avoir accès aux bases de données associées à leurs travaux en cours ? Bien sûr, les autres groupes de travail du chantier scientifique, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le service juridique du CNRS nous a accompagnés dans l'élaboration d'une charte d'adhésion au chantier scientifique qui prévoit les modalités qui permettent aux chercheurs du chantier d'accéder à cette masse de données et pas base de données, et également qui prévoit les modalités de dépôt. Parce que l'idée d'un écosystème est bien sûr donner accès à des données, mais de donner aux chercheurs la possibilité d'en déposer d'autres. Et donc la charte prévoit les conditions d'utilisation qui sont définies essentiellement par le déposant sur la base de la licence Etalab 2, qui est la licence prise en compte par les lois de la République numérique. Merci. Alors, l'autre question, c'est pour Olivier Malaverne. Y a-t-il une sélection des photographies produites ou sont-elles toutes systématiquement traitées ? Ok, pardon. Je n'ai pas entendu la fin de la question, excusez-moi. S'il y a une sélection des photographies produites ou si elles sont toutes systématiquement traitées ? Alors, elles ont été toutes systématiquement traitées, ce qui n'empêchera pas un post-traitement, mais le suivi photographique, en fait, le traitement des photographies a suivi, on va dire, l'urgence du chantier. Donc elles ont été systématiquement, à quelques exceptions près, mais systématiquement traitées. Et alors une question complémentaire d'Angèle Dequier. S'il y a sélection dans l'idée de ne pas accumuler et traiter, archiver des données non exploitables, qui est en charge de juger de la pertinence et de la qualité des images, photographes, documentalistes, ingénieurs 3D, etc. Excellente question. Je crois que c'est un peu tout le monde, mais pour l'instant, il n'y a pas de... C'est avant tout les auteurs de la prise de vue qui peuvent déjà faire un pré-tri. Ensuite, il n'y a pas de protocole spécifique pour juger pour l'instant, après coup. Merci.